Bonjour, aujourd'hui nous avons la chance de recevoir comme première invitée une passionnée de l'autisme. Elle se fait connaître par son blog 52 semaines avec une autiste Asperger. Elle a écrit plusieurs livres, dont le plus connu Derrière le mur de verre. Elle va nous expliquer comment obtenir le diagnostic à l'âge adulte et nous entretenir sur les différences dans un couple lorsque l'un des conjoints est autiste et l'autre neurotypique. Elle est écrivaine, conférencière, consultante et très impliquée dans l'autisme, la brillante Marie-Josée Cordeau. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Richard. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Vous avez été diagnostiqué à l'âge de 45 ans comme autiste Asperger. Pourquoi faire une recherche de diagnostic à l'âge adulte? C'est une question que les gens posent beaucoup. La première chose, c'est que les gens disent, bon, à l'âge adulte, c'est rare que tu peux avoir des services. Donc, qu'est-ce que ça donne d'avoir un diagnostic à ce moment-là? Moi, je dirais, on passe notre vie à entendre des gens qui nous disent, connais-toi toi-même, si tu veux être capable de te développer, puis tout ça. Moi, j'avais besoin de savoir. J'avais lu beaucoup sur l'autisme, mais tant que je n'ai pas eu mon diagnostic, il y avait toujours un doute. Donc, pour moi, c'est important. Je ne voulais pas avoir une étiquette pour avoir une étiquette, mais je voulais vraiment être certaine que c'était vraiment de l'autisme pour être capable vraiment de me connaître et de me comprendre. Okay. Quand tu as reçu ton diagnostic, ça a été quoi ta réaction suite à ça? Est-ce que pour toi, c'était un constat de... Est-ce que c'était comme, bon, je m'en vais, maintenant je sais c'est quoi l'autisme, je sais que je suis autiste, je comprends plus comment interagir, comment me protéger, comment surmonter les épreuves? Ou c'était, ah non, pas ça? Je ne sais pas comment. C'est un petit peu, il y a de tout ce que tu as dit qui est là-dedans aussi, qui est inclus. Je te dirais, quand j'ai eu mon diagnostic, j'étais pas surprise parce que j'avais fait moi-même la démarche. C'est-à-dire que j'étais déjà allée au public, ça n'avait pas fonctionné parce qu'on m'a dit, t'es pas autiste, mais dans le rapport qui était écrit, c'était seulement les traits autistiques qui étaient indiqués. Donc, je suis allée au privé à ce moment-là. Et puis, bon, quand j'ai eu le résultat, c'est sûr que je n'étais pas surprise parce que je m'y attendais. Donc, il y a eu un soulagement, ça a été la première étape. Sauf qu'après le soulagement, là, il y a eu la remise en question. C'est là, à ce moment-là, j'ai revu toute ma vie en flashback pour voir, là, j'étais capable de mettre une explication de mes difficultés sociales à l'école, mes difficultés quand j'étais jeune. Et là, je me disais, c'est sûr que là, il y a eu une période de tristesse, il y a eu un deuil, je te dirais. Parce que là, je me suis rendu compte que si je l'avais su plus jeune, ça aurait probablement changé ma vie, ça aurait probablement changé des choses. Mais ça m'a aidé aussi beaucoup à me comprendre, je te dirais. Parce que là, maintenant, j'étais capable de regarder les caractéristiques autistiques et dire que, bon, je ne serai peut-être jamais la personne la plus sociable, je ne serai pas la fille qui va aller dans un party et qui va être bien fun. Puis d'être capable de dire, avec ça, je suis capable de mettre mes propres limites en m'écoutant. Puis ça a été vraiment la chose la plus importante avec mon diagnostic, de dire, je me connais mieux, puis je suis capable de faire des choix en fonction de l'autisme. Vous aviez déjà, avant d'avoir votre diagnostic, je crois que vous aviez déjà écrit un livre sur le harcèlement au travail. Oui. Vous commenciez votre carrière d'auteur, vous commenciez à être connu, puis vous avez décidé de parler publiquement de votre diagnostic. Oui. Pourquoi? Je te dirais à la base, moi, c'est Autisme Montérégie qui m'a un petit peu guidée durant toute ma démarche diagnostique. Puis, ils avaient, eux, un magazine, parce qu'avant, ça s'appelait La Ratelle. Il y avait le TED Express. Puis, l'intervenante principale avec qui je faisais affaire m'avait demandé d'écrire des textes pour le TED Express. Donc, j'ai commencé à écrire des textes sur l'autisme. Et puis, je trouvais que, bon, une fois par 3 mois, c'était pas suffisant. J'avais le goût d'en parler davantage. Donc, à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé le blog, parce que j'avais tellement de sujets que je voulais aborder, parce que je me découvrais, puis je me disais, on n'en parle pas encore assez. Au début, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de blogs, il y avait des blogueurs français principalement. Puis, je me suis dit, c'est important que je le dise pour sensibiliser, pour montrer un autre visage que le visage Rain Man, parce que c'est à peu près tout ce qu'on voyait à l'époque. Puis, bon, comme je travaille, que j'ai une vie en dehors aussi, je me disais, c'est important que les gens qui me côtoient soient capables de comprendre aussi que je suis autiste. Donc, pour moi, oui, j'avais envie de faire ce coming out-là parce que j'avais besoin de l'expliquer, puis pour donner aussi, comme je disais, une image autre que celle de Rain Man. Tantôt, vous nous avez dit que vous aviez été au public.
je sais que les diagnostics au public sont faits principalement par des psychiatres. Souvent, c'est une rencontre de 1 heure, 2 heures, puis on pose un diagnostic. Alors qu'au privé, on va souvent avoir des diagnostics posés par des psychologues. Ça va être des rencontres de 12 heures, 14 heures, 16 heures, plusieurs tests, des évaluations beaucoup plus poussées. Mais au privé, ça a un coût. Hein? C'est quand même 14 heures avec un psychologue. Oui. Tu dirais quoi à un adulte qui croit qu'il a l'autisme? Qui aimerait ça être diagnostiqué, mais qu'au public, c'est pas nécessairement de il y a l'attente, puis le temps passé avec la personne n'est pas toujours là pour faire le diagnostic. Est-ce que tu lui dirais, ben écoute, mets tes scènes de côté, puis vas-y au privé si c'est vraiment quelque chose que tu souhaites le savoir et être sûr de toi, ou c'est pas si important que ça? C'est quoi? La première question que je pose, parce qu'on me le demande, souvent les gens disent, ça vaut-tu la peine? Je suis rendue à 45 ans, 50 ans, même des gens qui sont dans la soixantaine. Moi, je leur dis en premier, bon, est-ce que le fait de le savoir pour vous-même, c'est suffisant? Parce qu'il y a des gens que pour eux, ils le savent, ils n'ont pas besoin de vérifier, donc n'ont pas nécessairement ni les sous ni le besoin d'investir. Je pourrais dire à d'autres personnes qui me disent qu'ils veulent un diagnostic, oui, si c'est possible pour toi de mettre les sous de côté, ça vaut la peine. Ou l'autre alternative auquel je pense, c'est que, bon, dans les régions, les services sont différents d'un endroit à l'autre, les spécialistes aussi. Il y a des gens qui ont leur diagnostic au public, il y a certains psychiatres qui connaissent l'autisme, qui sont mis à jour plus que d'autres, ça dépend sur qui on tombe. Donc, je conseillerais surtout aux gens de voir, au niveau de la Fédération québécoise de l'autisme, il y a des associations régionales. Donc, il y a la Société d'autisme de Lanaudière pour les gens qui sont dans Lanaudière, il y a Autisme Montérégie, comme je parlais tantôt, dans toutes les régions du Québec. Donc, dans ces centres-là, il y a des intervenants. Ces intervenants-là connaissent des adultes autistes qui ont eu des diagnostics et ils doivent connaître habituellement les services qui sont offerts. Si par exemple c'est en Estrie, ils peuvent peut-être dire, bon, je connais un adulte qui a eu son diagnostic avec tel psychiatre au public. C'est sûr qu'il y a l'attente, comme on dit au public, tantôt des fois ça peut être 2 ans et plus, mais si la personne n'a pas les sous et est prête à attendre, en sachant vers qui se diriger, ça peut être une bonne alternative. Dans le fond, le danger d'attendre au public, c'est de tomber sur quelqu'un qui ne connaît pas l'autisme et d'attendre pendant 2 ans pour se faire dire « tu n'es pas autiste », mais avoir un rapport qui dit le contraire. Comme moi un peu j'ai vécu. Oui, merci beaucoup. On sait que vous avez écrit plusieurs livres, dont un guide pour la recherche de diagnostic chez les adultes, qui est largement diffusé sur Internet, aussi par les différentes associations pour les adultes qui les approchent. En gros, dans le livre, vous expliquez les étapes pour une recherche diagnostique chez l'adulte. Oui. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu qu'est-ce que c'est? Dans le guide, en gros, j'ai parlé des étapes un peu émotives aussi. J'ai abordé, quand j'ai refait la deuxième version, justement la partie deuil qu'on peut avoir après le diagnostic, même si on l'attendait, même si on le voulait. Mais j'ai aussi donné des ressources, des caractéristiques aussi pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Il y a des gens qui lisent un article ou deux, ils se posent des questions. Je voulais faire quelque chose qui était résumé, où on retrouvait une série de caractéristiques, où on retrouvait qu'est-ce qu'on pouvait faire, les questionnements qu'on peut avoir, des tests aussi qu'on peut faire sur Internet comme l'EspiQuiz, qui est un indicateur. C'est sûr que ce n'est pas un vrai diagnostic, mais ça peut être un indicateur qui peut nous donner une idée si ça vaut la peine d'aller plus loin, si on a suffisamment de traits autistiques pour se poser vraiment la question. Donc, c'était ça le guide. Puis, je l'ai fait parce que je recevais beaucoup de courriels de gens qui me demandaient, qu'est-ce que je fais si je veux avoir un diagnostic? Puis, d'une fois à l'autre, je réécrivais dans chaque courriel à peu près la même chose. Donc, je me suis dit, il y a un besoin. Plutôt que de recommencer à chaque fois à écrire à chaque personne, je vais tout mettre les réponses ensemble et avoir un guide que je vais permettre aux gens d'avoir accès sans nécessairement passer par moi, parce que c'est pas tout le monde non plus qui me connaît ou qui va me contacter. Donc, de pouvoir diffuser cette information-là. Parce que, vu que c'était demandé par beaucoup de gens, je me disais, il y a un besoin, puis j'avais envie de le partager. Vous avez dit tantôt que vous aviez, après votre diagnostic, réalisé que certains événements qui s'étaient produits dans votre enfance, c'était un impact direct de l'autisme. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple?
Ben, je dirais, mais les relations sociales au primaire, là, puis la fameuse cour de récréation. Ça, c'était mon cauchemar, là. Moi, je me rappelle que tous les autres enfants voyaient l'heure de la récréation arriver, ils regardaient sur l'horloge, puis ils avaient hâte. Moi, j'avais tellement pas hâte à la récréation. Aussitôt que le professeur, où on entendait le sifflet pour se mettre en rang, je pense que j'étais la première arrivée, parce que moi, je voulais retourner en classe. Puis, je m'apercevais que pour tout le monde, ça avait l'air d'être le fun, la récréation. Mais moi, c'était comme le gros cauchemar. Puis quand j'ai vraiment compris que c'est parce que j'étais autiste, que bon, j'avais de la difficulté à me faire des amis, que j'aimais pas jouer aux élastiques parce que j'ai pas une bonne coordination, la corde à danser comme les autres filles non plus. Donc, le fait de connaître, de comprendre que je suis autiste, en repensant à ça, ça explique beaucoup de choses. Comme le fait que j'ai jamais été capable de conduire une bicyclette parce que j'ai pas de motricité globale et tout ça. Donc, en repensant à ça, ça s'explique au moins. C'est ça que je trouve intéressant d'avoir le diagnostic, même en revisitant, ça me permet de comprendre, bon, dans le passé, pourquoi les choses n'ont peut-être pas été comme pour les autres, finalement. OK. Dans votre travail aujourd'hui, en 2017, vous savez que vous êtes autiste, vous savez que vous avez des difficultés, vous vous connaissez plus qu'à l'époque. Est-ce qu'il y a des défis auxquels vous êtes confrontés, que les personnes non autistes ne rencontrent pas au travail dans le même type d'emploi? C'est quoi votre technique à vous pour les surmonter? Au niveau sensoriel, c'est sûr qu'au travail, l'environnement compte beaucoup. On ne peut pas mettre à l'air ouverte en plein milieu avec tout le monde qui a du bruit, puis qui n'ont pas de paravent. Moi, il faut que j'ai un bureau fermé. Même à ça, même si je laisse la porte ouverte, s'il y a beaucoup de bruit dans le corridor, ça peut me déconcentrer. Un autre défi auquel j'ai eu à faire face, c'était le fameux téléphone. Moi, il y a quelques années, si j'avais un téléphone à faire dans mon travail, j'étais là, je regardais le téléphone, puis là, je tournais autour 2-3 fois. Puis là, je me disais, bon, j'ai pas le choix, il faut que j'appelle la personne, il faut que je règle le dossier. Puis là, j'avais des palpitations, j'étais inquiète. Puis là, on dirait que plus je suis confrontée au fait d'avoir à faire des appels téléphoniques, parce que là, j'ai changé de poste et je ne fais à peu près que des contacts avec les gens, on dirait que plus je fais, je répète le geste et que je vis la chose, plus ça devient familier. Puis je réalise que ça devient plus simple. On dirait qu'à partir du moment où ça fait partie d'une routine, en quelque part, parce que quand j'avais à faire très peu d'appels téléphoniques, bon, c'était inquiétant pour moi, à partir du moment où ça devient un automatisme, on répète la même chose, ça devient plus facile. Donc, il y a cette partie-là, sensorielle, contact. Je pense que c'est le fait de le pratiquer qui aide beaucoup. Merci. Bon, vous êtes aussi conférencière. Vous donnez des conférences sur l'autisme, sur les relations de couple entre autistes et neurotypiques, sur les différences aussi au niveau des interactions sociales, je crois, et autre chose. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de quoi parlent vos conférences? Dans la conférence de couple, ce qu'on fait, c'est avec mon conjoint, ça fait 27 ans qu'on est ensemble. C'est un neurotypique. On parlait tantôt de test d'Aspiquiz. J'ai fait passer l'Aspiquiz à mon chum. Puis sur 200, il y a 34 sur 200. Donc, c'est un vrai neurotypique, là. Puis la conférence qu'on fait, c'est qu'on fait un peu une synthèse de toutes ces années-là, sur 27 ans. Il y a plusieurs anecdotes qu'on a choisies, des événements particuliers qui parlent d'anxiété, qui parlent des imprévus. Et puis mon conjoint, c'est un romantique qui aime faire des surprises. Et moi, je déteste les surprises. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on raconte des anecdotes, mais la première partie, on raconte chacun notre version. Donc, moi, je lui raconte, bon, il est arrivé tel événement, moi, je l'ai vécu de telle manière en tant que neurotypique, puis moi, je compte l'envers du décor, comment moi, je l'ai vécu en tant que personne autiste. Puis dans la deuxième partie, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des trucs, ce qu'on a développé avec le temps. Donc, au niveau de la communication, le fait que depuis que j'ai mon diagnostic, mon conjoint comprend plus mon anxiété. Donc, à partir de là, des fois, il négocie des accommodements raisonnables dans des restaurants, dans des endroits publics et tout ça. Il me protège un peu plus. Donc, on donne des trucs comme ça aussi sur le respect l'un de l'autre. Le fait de comprendre un petit peu plus les neurotypiques, parce que dans le fond, c'est un travail à deux qu'on fait. Donc, c'est un peu ça qu'on parle, grosso modo, durant les conférences, de la forme de communication entre les deux, puis comment se rejoindre. Ben, je te dirais que il y a des gens qui ont l'impression qu'on en parle beaucoup, mais on n'en parle pas tant que ça. Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez par l'œil des personnes autistes. Puis je réalise que les gens autour de moi, les gens qui connaissent des personnes autistes,
des gens qui sont parents ou intervenants comprennent mieux l'autisme. Mais les gens en général, qui n'ont pas de proches qui sont autistes, sont encore eux aussi dans le thinking de Rain Man, de Sheldon Cooper dans Big Bang Theory, tout ça, dans le côté plus stéréotypé. Je pense qu'il faut en parler beaucoup. Puis je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup de personnes autistes qui parlent pour qu'on voit la diversité, parce que tous les autistes ne sont pas pareils. On le dit toujours, on répète toujours, on est tous différents et c'est le cas. Et je pense que c'est important que beaucoup de personnes prennent la parole pour qu'on puisse voir c'est quoi les points communs entre différentes personnes autistes, mais voir les nuances aussi entre les différentes personnes autistes, voir la variété. Marie-Josée, est-ce que tu penses, parce que ça fait quand même quelques années là, que tu as eu ton diagnostic, avant ça, tu étais en recherche de diagnostic, donc ça fait un certain moment que tu gravites autour de l'autisme, que tu te renseignes, que tu lis des livres, des blogs. Est-ce que tu crois que la perception aujourd'hui des gens envers l'autisme est meilleure que la perception qu'il y avait il y a 10 ou 15 ans? Ou ça n'a pas trop évolué? Ben, je te dirais que ça dépend des gens et des milieux. Je pense qu'il y a encore des gens qui connaissent tellement pas ça que pour eux, ça n'a pas évolué. Mais on en parle un petit peu plus. Je pense que si, il y a 20 ans, j'avais eu mon diagnostic d'Asperger et j'aurais dit le mot Asperger, personne n'aurait su c'était quoi. Maintenant, quand on parle autisme et Asperger, c'est des mots qui commencent à entrer un petit peu tranquillement dans le langage populaire où les gens connaissent de plus en plus de personnes autistes. Donc, je pense que oui, il y a une évolution. Je te dirais que c'est peut-être mon âge qui fait ça, que je trouve que ça va pas assez vite. Que je voudrais que les gens comprennent globalement, que tout le monde ait au moins une idée. Mais je pense que oui, ça évolue, puis ça va évoluer de manière exponentielle, parce qu'il y a de plus en plus de diagnostics. Donc, un jour, tout le monde va connaître une personne autiste. Donc, ça va être plus facile. Puis, je connais beaucoup de parents qui me disent que leur enfant, a eu son diagnostic jeune, que l'enfant a grandi en sachant qu'il était autiste et que dans sa classe, il y en a d'autres enfants autistes. Donc, à ce moment-là, il y a moins de préjugés, je pense, chez les jeunes, parce qu'ils grandissent avec le concept que, ils ont un autiste dans leur classe, ce que moi, j'ai pas eu quand j'étais jeune. Donc, moi, à ce moment-là, je dirais que oui, il y a une amélioration. De plus en plus, mais il y a vraiment, vraiment du chemin à faire encore. Ma femme travaille dans le milieu scolaire. Les parents, souvent, ils ont des doutes que leur enfant peut être autiste, peut être TDAH, peut avoir une neurodivergence. Mais ils ne sont pas prêts à franchir le pas pour aller chercher un diagnostic, alors que dans l'enfance, c'est beaucoup plus facile d'avoir un diagnostic au public de qualité que lorsqu'on est plus grand. Puis, ils disent « Oh, j'ai peur qu'il soit tagué, j'ai peur qu'il y ait une étiquette, j'ai peur qu'il y ait ci, qu'il y ait ça. » Puis moi, de mon côté, je me dis « Ouais, mais ton enfant va avoir les services qu'il a besoin. Oui. Il va avoir les outils qu'il a besoin au lieu de développer des outils des fois qui vont faire l'affaire, mais qui ne seront pas adaptés, qui ne vont pas y faciliter la vie nécessairement. » Est-ce que vous auriez un conseil pour ces parents-là qui ont peur d'aller chercher un diagnostic pour leur enfant, qui ont peur qu'il y ait une étiquette? Je pense qu'il ne faut pas le voir comme une étiquette négative, parce que moi, ce que je vois, c'est qu'à partir du moment où l'enfant a un diagnostic, qu'il a de l'aide, comme tu mentionnais, puis tout ça, je pense qu'il va être capable de se développer plus selon ses forces. Puis je pense qu'on a encore trop l'impression que de mettre un diagnostic, c'est voir juste les faiblesses de la personne, mais il y a beaucoup de force dans l'autisme. Chacun a ses forces, mais il y a beaucoup de gens qui ont de la mémoire, qui, quand ils ont des intérêts particuliers sur un sujet, ils vont devenir experts dans ce domaine-là. Je pense que l'important, c'est pour le parent de pouvoir aider l'enfant avec ses particularités, puis d'aller chercher plus un focus sur ses forces à ce moment-là, parce que si on nie le diagnostic, l'enfant va être autiste quand même, puis il n'aura pas l'aide qu'il a besoin. Fait que je pense que oui, il faut y aller, puis comme il y en a de plus en plus de diagnostics, puis de plus en plus d'autistes diagnostiqués, je pense que ça ne sera pas si marginal que ça à la longue, dans quelques années. Il va en avoir beaucoup plus, puis ça ne sera pas stigmatiser l'enfant, d'après moi. Ça va être au contraire de l'aider. Puis il n'y en aura pas plus parce que l'autisme c'est une épidémie, il va en avoir plus parce que le diagnostic est posé. Voilà, parce que là maintenant on les voit, puis on voit, je pense, plus large dans le spectre.
On a Peut-être là, 20-25 ans, bon, on voyait vraiment plus des autistes non-verbaux. Tandis que là, maintenant, on élargit un peu plus en voyant que, bon, l'autisme, c'est en dedans. C'est pas parce que je parle, parce que tu parles, parce qu'on est capable d'échanger, parce qu'on est capable de se regarder qu'on n'est pas autiste. Donc, je pense que c'est ça, il y a plus de diagnostics parce que là, il y a une ouverture sur la diversité des caractéristiques, puis d'être capable de voir au-delà de juste l'apparence. Donc, d'aller voir en dedans comment la personne est. Donc, je pense que l'expertise se développe. Puis, il y a des psychologues, il y a peut-être plus de psychiatres aussi qui sont tranquillement, qui se forment à la réalité. Donc, je pense que non, c'est pas une épidémie, c'est juste qu'on voit ce qu'on ne voyait pas avant, d'après moi. Tout à fait. Ce qui explique qu'il y a beaucoup de diagnostics aujourd'hui à l'âge adulte, pour ces 30 ans. Exactement. OK. On approche la fin. Donc, je vais vous demander, professionnellement, Oui. je sais que vous avez plusieurs projets en chantier présentement, des projets à venir. Est-ce que vous voulez nous en parler? Bien, là, présentement, je fais un petit focus sur quelque chose que j'ai commencé en 2013. Que mon conjoint arrête pas de me dire qu'il faut que je le finisse. Puis cet été, j'avais pris un petit break de Facebook, des réseaux sociaux en me disant je vais terminer ce projet-là, mais tu sais, des fois le timing n'est pas là dans notre tête ou dans les situations. Puis là, ce que je veux faire, c'est que durant cet hiver, je veux vraiment terminer mon livre sur les codes sociaux. Puis ce qui est drôle, c'est que je l'ai commencé en 2013. Puis en quelque part, il n'y a rien qui arrive pour rien, parce que les choses que j'aurais écrites en 2013 sont différentes de ce que j'écrirai aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que j'ai appris de plus, puis que j'ai expérimenté de plus. Donc, là, je vais terminer ce livre-là sur les codes sociaux qui, c'est pas juste un constat, mais c'est un peu plus un guide pas à pas, une manière de voir comment développer ces codes sociaux à son rythme à soi, selon ce qu'on a besoin. C'est pas une recette miracle, c'est un petit peu comment s'ouvrir un peu plus, puis comment plus comprendre le monde environnant, puis comment communiquer mieux avec les non-autistes, mais aussi en tenant compte des contextes. Parce que, tu sais, on pourrait dire à quelqu'un, tu regardes dans les yeux, tu fais ça, 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 mais ça ne marchera pas tout le temps. C'est ça que j'ai appris un petit peu avec le temps, c'est de dire, il faut regarder plus large, il faut voir le contexte et tout ça. Donc, je vais focuser cette partie-là sur le livre sur les codes sociaux. Au printemps, je vais faire des conférences, je vais faire d'autres conférences de couple avec mon conjoint. Et puis, avec les femmes Asperger aussi, on est un petit groupe de filles. Ça fait quelques années qu'on fait des conférences, on va en faire aussi en Montérégie. Donc, tranquillement, il y a des conférences qui s'en viennent. J'ai d'autres projets de livres en chantier aussi, parce que j'ai commencé à en écrire. J'ai comme déjà des manuscrits commencés. Là, je veux vraiment terminer ce que j'ai commencé. Puis beaucoup de choses dans l'autisme aussi, un roman aussi. Donc, puis ça, je vais continuer des capsules vidéo tranquillement et tout ça. Mais c'est souvent, la partie intéressante, c'est de le faire aussi pour informer puis pour le plaisir aussi. C'est vrai, parce qu'actuellement, vous avez aussi un blog vidéo, les minutes autistiques. Oui. Que vous avez des vidéos d'une dizaine de minutes presque à chaque semaine. Oui. Ouais, très intéressant d'ailleurs. Merci. Est-ce que vous pouviez donner l'adresse pour ceux qui voudraient le chercher? Comment ça s'appelle sur YouTube? C'est Les Minutes Autistiques. Oui. Puis si on cherche Marie-Josée Cordeau, on peut trouver ma chaîne. Donc en voyant la chaîne de Marie-Josée Cordeau, toutes les vidéos sont listées. Super, merci beaucoup. Merci Richard. Merci d'être venu, Marie-Josée, c'est super apprécié. Moi aussi, je suis contente d'avoir fait l'entrevue avec toi. Et en même temps, merci au Café Fleuriste, la boutique florale à Belleuil, de nous avoir laissé faire l'entrevue ici. C'est une très belle place. Oui. Merci. Merci.